Ça y est, on va commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans notre Café Perspective de ce jour. Donc, comme promis, aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui est assez particulière. Nous allons parler de plusieurs sujets qui tournent autour de la féodalité, des systèmes de caste et des esclavages de façon générale en Afrique de l'Ouest. Et pour discuter de ce sujet, nous avons aujourd'hui Monsieur Traoré Gaye, qui est l'un des dirigeants d'un mouvement qui lutte effectivement contre ces pratiques, qui s'appelle Gambana Rufede. Monsieur Ladi Camara, s'il nous a rejoint. Donc, j'aurai l'honneur de faire cette émission avec Ismaël. Ismaël, bonjour. Bonjour Mohamed, ça fait un honneur de participer à cette émission. Donc, Perspective Afrique qui aujourd'hui est en train de faire un travail remarquable. Et je pense que l'émission sera profitable pour tout le monde. Donc, merci beaucoup de l'invitation Mohamed et merci beaucoup aussi à nos très chers invités. Nous espérons que tous ceux qui vont nous suivre sur Perspective Afrique aujourd'hui tireront beaucoup d'intérêt sur ce débat. Très bien. Monsieur Gaye Traoré, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment un honneur. Merci à vous, c'est réciproque. Ouais, c'est un honneur pour moi personnellement et pour nous, Perspective Afrique de façon générale, de pouvoir discuter avec vous. Alors, on va commencer tout de suite. Gambana Rufede, ça veut dire quoi? Gambana, ça veut dire quoi? Gambana Rufede ou Gambana en diminutif? Gambana en diminutif, voilà, je pense que c'est en soninké. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire soyons tous pareils, aussi simplement. D'accord. Donc, c'est un mot qui veut dire on est tous ensemble, on est tous égaux. Voilà, on est tous égaux, on est tous pareils. Voilà. Maintenant, si on veut de façon plus analytique, plus approfondie, on peut dire, voilà, c'est un mouvement qui milite pour l'égalité pour tous, en dignité, en droit et devoir. D'accord. Et le mouvement Gambana Rufede, vous pouvez nous en parler davantage? Ça a commencé quand? Quelles sont vos actions? Voilà, ça parle de quoi concrètement? Voilà, alors Gambana Rufede a été lancé en octobre 2016. À l'époque, j'étais secrétaire général de l'Association des ressortissants mauritaniens pour l'éradication des pratiques de l'esclavage et ses séquelles. C'était dans le but de redynamiser le combat, de galvaniser davantage les militants pour que le débat, la thématique de l'esclavage intracommunautaire puisse être de façon continue sous le projecteur. Et il se trouve que, comme nos sociétés sont tous pareilles, les sociétés ouest-africaines, pour parler plus précisément, donc on a vu que quand on a lancé l'application, le forum WhatsApp, que ça y est un écho. Ça y est un écho au Mali, ça y est un écho en Gambie, ça y est un écho en Mauritanie, au Sénégal, et un peu partout dans la diaspora soninké, parce que quand même, c'était un sujet très sensible. Tout à fait. Donc, voilà, donc c'est comme ça on est venu à Gambana Rufede. Maintenant, de la forme virtuelle, on s'est organisé en fonction des villages et en fonction des pays. Aujourd'hui, Gambana, c'est un réseau associatif. Donc, côté mauritanien, vous avez RMPS, vous avez UVDS, Union des volontaires pour le développement de Soninkara et les bonnes actions. Vous avez une autre association qui s'appelle AMES, Association mauritanienne pour l'éradication de l'esclavage sénégal. Côté malien, vous avez Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès, dont le vice-président est M. Salif Camara. Et côté malien, côté sénégalais, vous avez ASAP, qui est Association des syndiqués du Sénégal pour le progrès. Et côté gambien, vous avez aussi une association. Donc, de la forme virtuelle, nous sommes parvenus à nous organiser concrètement. Aujourd'hui, Gambanaro, c'est un réseau associatif qui est transcontinental. D'accord, monsieur Gaye Tene. Moi, j'ai une question à vous poser. Donc, si je comprends bien, le mouvement, comme vous l'avez dit, c'est pour l'égalité pour tous. C'est aussi pour lutter contre l'esclavage intracommunautaire. Mais qu'est-ce qui a déclenché le mouvement Gambana? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place ce mouvement? Parce qu'on sait bien que cet esclavage intracommunautaire a existé depuis très longtemps dans nos communautés. Mais c'était quoi exactement l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, bon, c'est toujours subjectif pour certains. Et moi, l'élément déclencheur, c'était d'abord, vous savez, il y a des faits qui se passent dans la vie de tous les jours, dans l'organisation des villages.
Mais à titre personnel, et je crois, je ne suis pas le seul dans ce cas-là, ce qui a déclenché cette, cette dynamique-là, c'était des cassettes audio qui sont sorties vers 2000-2005. C'était un érudit malien, très écouté, un vrai érudit au sens du terme, et qui a fait sortir des cassettes audio. Il paraît que c'était la féodalité, en fait, une partie de la féodalité sonique qui est partie le voir pour qu'il s'exprime sur la problématique de l'esclavage intracommunautaire. Et lui, il a fait cet érudit-là, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a fait sortir des audios qui légitiment cet esclavage intracommunautaire, en s'appuyant sur le Coran, en s'appuyant sur la Sunna. Et ces audios-là, ils sont sur YouTube. On peut même les trouver pour qui comprenne soniquer. Et on s'est dit, avant, il n'y avait que des profanes, des gens de tous les jours, et qui ne sont pas représentatifs de la communauté, et qui tenaient ces discours-là, qui essaient de le justifier tant bien que mal. Mais si un érudit comme lui essaie de le justifier techniquement, scientifiquement, religieusement, et nous nous sommes dit, il faudra quand même une riposte. Et je crois que la riposte pérenne, c'était de créer une entité associative et qui va quand même avoir le courage de prendre ce débat-là et de le mettre au centre, sous tous les projecteurs. Parce que s'impliquer dans ce débat dans la communauté avec la mentalité que nous connaissons tous, ce n'est pas une chose aisée. Donc, il faut d'abord qu'il va y avoir des volets de bois vert, il va y avoir la réaction du camp d'en face, du camp conservateur, va être brutale, va être violente. Donc, à partir de 2008, nous avons commencé à nous organiser ici dans la région parisienne en faisant des réunions de foyer en foyer et en faisant des réunions de sensibilisation pour passer à la loupe ce qui ne va pas dans la communauté. Donc, après 2 ans de sensibilisation, nous avons mis en place ARMPS, qui est Association des ressortissants mauritaniens pour l'éradication des pratiques d'esclavage et sexuel. À l'époque, j'étais secrétaire général. Nous l'avons mis en place, on a commencé à faire des conférences, on a mis en place des plans d'action. Mais au bout d'un certain temps, donc la fièvre militante s'est retombée, donc parce qu'il y avait des pressions par-ci, par-là. Donc voilà, pour dire aussi, certains peut-être n'étaient pas trop convaincus de la nécessité de poser un tel débat, parce que quand même, ça implique quand même la rupture de certaines amitiés, de certaines liaisons. Voilà, donc c'est à partir de 2014 qu'on a vu que pendant nos assemblées généraux, les gens ne venaient plus comme avant. Et surtout qu'un de nos érudits, et qui nous a toujours accompagnés, qui est Cheikh Abdoulaye Traoré, du village de Tessaye, dans la région du Guidimara, et quand il a fait sa première conférence, quand il était plus explicite que pour lutter contre cette forme d'esclavage intracommunautaire, il faut couper les liens avec l'ancien maître, qui est symbolisé par le pratique de l'ADA, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Et depuis, on a vu que certains ont compris que la mission, c'était pas rigolo, c'était pas juste on se réunit voilà, pour s'applaudir entre nous. Donc certains ont compris que ce combat-là, c'est un combat très sérieux, que ça engage tout l'avenir d'une catégorie de la société, pour ne pas dire de la communauté. Donc voilà, grosso modo, l'élément déclencheur qui nous a amené à mettre sur pied sur la RMPS. Et cet élément déclencheur que j'ai cité par rapport au monsieur qui est basé à la Mecque, aujourd'hui il est à Bamako. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, parce que quelles sont les raisons qui font qu'il a quitté la Mecque pour revenir à Bamako. Je sais quelles raisons, mais ça m'importe peu de m'attarder là-dessus. Mais c'est pour vous dire tout simplement que cet élément déclencheur a été sensible aux yeux
de nos membres, de nos militants ou d'une partie de la communauté, parce que ça donne écho aux autres injustices que d'aucuns ont subies dans leur village ou subissaient jusque-là dans leur village. Par exemple, il y a des villages où, suite à une décision de sortie de fonds, la catégorie d'extraction servile a demandé des comptes. Il y a des villages où c'est juste la catégorie d'extraction servile n'a pas entériné une décision, ils les ont exclus collectivement du village. Donc, les exemples ne manquent pas. Dans d'autres villages, c'est juste un problème de foncier. Donc, qui a fait que ces villages aient un écho par rapport à Gambala. Donc, voilà. Donc, il y a une série d'injustices, c'est juste à titre d'exercice, pardon. Il y a une série d'injustices qui s'est passée dans les villages, mais on s'est taisé là-dessus. Donc, on était stoïque par rapport à ces injustices-là. Maintenant, quand un érudit comme ce monsieur-là essaie de les légitimer, c'est là où la riposte a été plus cinglante pour la féodalité locale, pour la caste dominante dans nos communautés. Voilà, grosso modo, en résumé, voilà l'élément déclencheur de la dynamique de Gambana. Alors, Mohamed, après, je vais te laisser continuer. J'avais juste une question par rapport à ça, parce qu'on comprend que l'objectif, c'est de lutter contre l'esclavage intracommunautaire. Mais qui sont les victimes exactement? C'est qui pratique l'esclavage? Ceux qui pratiquent l'esclavage, c'est ceux qui jouissent de ces privilèges-là. C'est cette féodalité-là, c'est cette caste maraboutique, c'est cette caste qui se disent prince dans la communauté soninké qui s'appelle Tunkalomu. Je crois que ça a son équivalent dans la communauté Peul, ça a son équivalent dans la communauté Mour, ça a son équivalent dans la communauté Djerma, ça a son équivalent dans la communauté Songhai. Donc voilà, c'est vrai que c'est à l'échelle restreinte dans la communauté soninké. Mais nous savons que nous sommes des intellectuels. Nous ne faisons pas la lutte pour les droits humains. À titre personnel, je ne le fais pas à la carte. Je crois que l'entité que je représente aussi ne le fait pas à la carte. Maintenant, ceux qui pratiquent cet esclavage-là, c'est ceux qui défendent un système. Aujourd'hui, et c'est ceux qui portent à ambiguïté dans l'approche de beaucoup de chercheurs ou même de beaucoup d'intellectuels africains, qui sont de bonne foi, hein, qui sont de bonne foi. Et c'est de dire qu'il n'y a pas d'esclavage parce qu'il y a la traite. Je crois qu'il faut poser ce postulat, et j'en ai parlé à certains chercheurs, c'est juste une parenthèse, je reviendrai à votre question, Ismaël. Donc, j'ai parlé à certains chercheurs, j'ai dit la définition que beaucoup d'entre nous donnent à l'esclavage, c'est une définition qui remonte des années 30. Et ce n'était même pas l'ONU qui l'a donnée, c'était la Société des Nations qui l'a donnée. Donc, pour que c'est-à-dire que cette définition puisse couvrir l'ensemble de la tragédie, parce que c'est quand même une tragédie. Je vous parlais tout à l'heure, peut-être dans le débat, je vais vous donner l'exemple de 2 villages au Niger. Mais c'est quand même inadmissible, c'est inacceptable. Donc, c'est pour dire que, je ferme la parenthèse, c'est pour dire que ceux qui pratiquent l'esclavage aujourd'hui, c'est ceux qui sont là, qui sont prêts à tout pour défendre un système. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils sont descendants des anciens propriétaires d'esclaves, parce qu'ils se disent que leur arrière-arrière-grand-père était dominé telle région géographique. Voilà. Donc, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui, une fois que l'élément d'extraction servile veut se soustraire à son statut, ce sont ces gens-là qui sont en train de l'expulser, ce sont ces gens qui sont en train de verser son sang, ce sont ces mêmes gens qui sont en train de détruire son champ, juste parce que cet élément qu'on considère d'extraction servile qui embellit le décor conservateur de la communauté, parce que pendant la fête, il va faire rire les gens. Pendant la fête, il va faire des danses suggestives. Donc, on veut qu'il reste là, dans cette assignation-là. On a besoin de lui juste quand il veut faire ça. Maintenant, s'il veut se comporter en homme libre, s'il veut remettre en cause ces coutumes-là, cet ordre établi, c'est là où on le fera sentir que vous êtes un esclave. C'est-à-dire que l'esclave dans la communauté soninké, il peut venir en France, avoir des immeubles à Bamako, à Nouakchott, ou à Dakar, ou à Banjul. Mais le jour où il veut se soustraire, maintenant de l'étiquette qu'on a donnée, c'est là où la réaction est violente. Donc, l'esclavage pratiqué dans la communauté soninké, comme dans beaucoup de communautés hiérarchisées dans la région est africaine, ce sont
ces gens-là qui se disent d'abord dépositaires de la communauté, dépositaires légitimes de la communauté. C'est ce qu'on voit au Mali, qui aujourd'hui agresse, violente, expulse au Mali. C'est le tenant de la féodalité, maintenant avec leurs acolytes. Voilà, avec leurs acolytes, avec ceux qui pensent comme eux, avec ceux qui les soutiennent dans leur délire. Voilà, grosso modo, qui pratique l'esclavage dans la communauté. Maintenant, il faut nuancer. Même ce qu'on dit caste. Par exemple, dans la communauté soninké, il y a des esclaves de forgerons, il y a des esclaves je sais pas, des griots, il y a des esclaves il y a des esclaves des esclaves. Hein, il y a des esclaves aussi, hein, qui avaient des esclaves. Tu vois, donc généralement, ces esclaves-là, on les appelle les esclaves blancs. C'est-à-dire que c'est des esclaves, ils avaient l'étiquette l'esclave, ils étaient assignés esclaves, ils étaient victimes de certaines discriminations, des mésalliances, mais ils n'ont jamais fait de travaux pour quelqu'un, ils n'ont jamais cultivé pour quelqu'un. Donc, on les appelle en soninké comme roulou. C'est-à-dire que c'était juste des esclaves qui étaient là, mais personne ne les réveillait pour aller dire bah, allez-y travailler ou ceci ou cela. Mais eux aussi, ils étaient victimes. Donc, il y a même les esclaves des esclaves. Je connais dans la communauté soninké des gens qu'on considérait esclaves, mais eux aussi qui ont des esclaves. Vous voyez, donc ça veut dire que le système, il est très complexe. On n'est pas dans l'accusation, on est dans la description d'un phénomène social qui est très complexe, très complexe. Donc, vous voyez, donc c'est pour dire que tout ce qui participe à la conservation du statu quo, ce sont ces gens-là qui pratiquent l'esclavage. Parce que, comme on l'a dit, l'esclavage, aujourd'hui, dans la communauté soninké, c'est vraiment un système, c'est un système complexe, c'est une assignation. Et pour finir, Ismaël, avec ta question, c'est qu'il y a même des gens qui ont acheté leur liberté, qui ont sorti l'argent pour dire que voilà, et ils ont parti voir leur prétendu maître pour racheter leur liberté. Ça n'a rien résolu. Ça n'a rien résolu. Et on continue de les appeler esclaves. Ils sont toujours victimes de la discrimination de la part de ces gens-là qui ont qui leur en oublient. Vous voyez que l'esclavage dans la communauté soninké ou dans la communauté ouest-africaine, dans les sociétés fortement hiérarchisées, il est très complexe. Donc, ça mérite vraiment un débat, ça mérite vraiment qu'on s'y attarde là-dessus, sincèrement, avec toute l'honnêteté intellectuelle que ça exige et tout le courage aussi que ça demande. Merci, Mohamed. Merci beaucoup, M. Traoré, de ces précisions. Alors, effectivement, c'est hyper compliqué parce que la dernière partie de votre intervention est très, très révélatrice. Parce que si les esclaves eux-mêmes ont des esclaves, on ne sait même plus quel esclave défendre et quelle pratique défendre. Parce que du coup, ça comme fait… Vous disiez dans bourreau et victime, quoi. Les victimes sont aussi des bourreaux. C'est exactement ça. En fait, c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique, parce que c'est nos sociétés, on est face à des contradictions qui sont très, très complexes. Parce que d'un côté, au niveau interne, aujourd'hui, justement, il y a le président de Perspective Afrique, Cherlo, qu'on salue de passage, qui a fait un commentaire sur une publication qui disait qu'il y a des contradictions internes. Il y a une contradiction aussi qui vient qui est assez externe. Interne parce que quand, par exemple, là, ce que vous venez de dire illustre effectivement cette contradiction au niveau endogène, au niveau interne, même dans les pratiques. Vraiment, là, c'est un stade, un deuxième niveau de complexité. Maintenant, moi, la problématique que j'ai avec nous-mêmes, c'est qu'on ne s'attarde pas beaucoup sur ces genres de problématiques, pourtant, qui nous intéressent. On parle de la traite négrière, on parle de l'esclavage arabo-musulman. Ce sont des pratiques qui ont été exercées par des forces extérieures qui sont venues. Alors que nous, dans nos sociétés même, ces pratiques existent encore aujourd'hui. Donc, elles ont existé avant la traite arabo-musulman, avant la traite négrière. Donc, je me pose la question de savoir si on a été victime de l'esclavage même, de cette traite transatlantique et de cet esclavage arabo-musulman, c'est parce que nos sociétés sont organisées de la sorte. Donc, c'est parce que nos sociétés sont esclavagisables. Absolument. Donc, cette question, on ne la pose pas suffisamment. Donc, on n'essaie pas de réfléchir suffisamment sur ces questions. Et aussi, une autre question, c'est que beaucoup d'Africains de la diaspora travaillent sur des questions de mémoire, mais refusent de travailler sur les questions de mémoire qui concernent les Africains.
Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui partir du principe. C'est très bien le travail de mémoire. C'est très bien de dire que oui, l'Europe doit faire face à ses responsabilités par rapport à la traite négrière. Mais l'Afrique aussi doit faire face à ses responsabilités par rapport à la traite négrière. Parce que quand on regarde les personnes qui sont au niveau des Antilles, les Guadeloupéens, les Martiniquais, ils accusent beaucoup les Noirs africains d'avoir contribué à l'esclavage. Tout à fait, tout à fait. Tout celui qui a un proche ou des connaissances antillais, guadeloupéens, ils tiennent beaucoup ce discours et c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a un problème d'autocritique. Donc, on ne s'autocritique pas suffisamment et ça crée une grande cacophonie. J'ai regardé en préparant cette émission à Caille, au Mali. La situation est extrêmement dramatique. Très, très parce que il y a non seulement, il y a bien sûr dans les textes maliens, dans le code pénal malien, il y a c'est une sorte de pénalisation de la pratique de l'esclavage. Mais au niveau de l'application des sanctions, là, il y a un problème. Et le problème que j'ai découvert, tu me diras si je me trompe, c'est déjà quand, par exemple, on essaye de mettre en place les sanctions ou on essaye de porter plainte, les plaintes ne sont pas recevables. Oui, jusqu'à récemment, les plaintes n'étaient pas recevables, ou sinon, ils s'est limité juste dans le bureau du commandant, comment ils appellent ça, du commandant de brigade. Tout à fait. Et quels sont aujourd'hui, parce que M. Salif n'a pas pu intervenir par souci technique, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous décrire déjà la situation à Caille au Mali? Comment ils vivent les personnes qui ont statut d'esclave là-bas? Ils vivent dans la terreur. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire à leur sujet. Et il y a eu des déplacements, il y a eu même des morts, surtout dans la région de Kingi. Il y a eu des morts, il y a eu 4 morts le 1er septembre. Hein. Parmi un des tués, j'ai parlé avec lui 72 heures après, j'ai appris son décès, son assassinat. Imaginez l'effet que ça fait. Vous parlez avec la personne par WhatsApp, 72 heures après, vous apprenez qu'on l'a tué comme un chien et qu'on l'a jeté dans les eaux. Vous voyez qu'il faut vraiment être fort. Et à chaque fois quand j'y pense, sincèrement, ça me tétanise un peu. Mais c'est la réaction de ceux qui du camp d'en face a toujours été comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la région de Caille, c'est l'histoire qui se répète tristement et tragiquement. Voilà, parce que dans la région de Caille, il y a beaucoup de villages de liberté. Et ces villages de liberté, ils ne se sont pas constitués comme ça par gaieté de cœur. C'est des villages de liberté qui se sont constitués sur des affrontements sanglants. Donc, pour revenir à ce que vivent nos militants dans la région de Caille, comme je dis, il y a la terreur, mais il y a aussi la privation des jouissances. Parce que, avant qu'on arrive à agresser nos militants, et d'abord, il y avait toute une série de privations des jouissances, et en connivence avec le commandant des brigades, parce que le commandant des brigades ne remontait pas ces infos-là à leur supérieur hiérarchique. Donc, tu es le commandant des brigades, tu vois un fait qui menace la paix et la quiétude sociale, mais vous le remontez à vos autorités supérieures, qui est le commandant des cercles, qui est le gouverneur, qui est le ministère de l'Intérieur. Et pour la région, pour le Mali, c'est quand il y a eu un ministre là, de IBK qui s'appelle, je crois, Malik Koulibaly, je crois, c'est lui qui a décidé que désormais, quand il y a des faits liés à ce problème d'esclavage, il faut tout centraliser. Désormais, l'affaire ne va plus se traiter au niveau du cercle ou pas de la commune. Maintenant, il faut tout ramener dans la région de Caille. Donc, c'est là où on a commencé à avoir des condamnations. C'est là où on a commencé à avoir des gardes à vue, des interpellations. Mais toujours est-il qu'il y a un problème d'application de cette loi. Parce qu'il n'y a pas le décret d'application. Il faut une loi en bonne et due forme comme la Mauritanie. Parce que la plupart de ces sentences-là, c'est des sentences de droit commun, bagarre, altercation, voilà. C'était ça. Et le comble, c'est que quand les 4 personnes tuées auxquelles j'ai fait référence, qu'est-ce qui a enclenché la courroux des féodaux, de la féodalité locale? Et c'est que c'était 4 familles qui avaient
un problème de terre avec leur maître, leur ancien maître. Et ils sont partis à Nioro du Sahel. Ils ont gagné le procès. Donc, pour eux, dans leur tête, c'est inconcevable que des esclaves gagnent un procès contre nous. Et là, de surenchère à surenchère, ça a donné ce que ça a donné. Donc, et parmi l'un des quatre tués qui est M. Diarisso, et ce monsieur, comme il est âgé, il ne partait pas cultiver pour sa maître. Le monsieur payait 1000 francs. À l'époque, on partait cultiver pour sa maître avec l'évolution des choses. Donc, lui, il payait 1000 francs en échange du travail qu'il devrait effectuer pour sa maître. C'est avec l'avènement de Gambanaro, le monsieur, il a été le représentant de l'association de M. Salif Ladi Camara dans son village. Il a commencé à convoquer les réunions chez lui. Pardon, c'est un livre qui est tombé. Donc voilà. Donc, il a commencé à recevoir du monde chez lui, à animer les réunions du Rassemblement malien. Et vous avez un des parents du chef de village, de ce village-là qui s'appelle Djandjoumé, qui appelle la famille du chef de village pour dire, mais écoute, il paraît qu'au village, maintenant, vous avez deux chefs. Que M. Diarisso est chef de village et vous aussi, vous êtes chef de village. Quand vous dites ça à un esprit borné, donc il va agir avec un esprit, avec une mentalité de borné. Donc, pour la première fois, ils ont tenu un guet-apens à Diarisso en le convoquant dans le vestibule du chef de village. Ils l'ont violenté. Et cet article-là est sorti sur le journal Mali Sadio. Je l'ai même partagé sur ma page Facebook. Et un enfant de 35 ans que fouillette un vieux de plus de 60 ans, ça, c'est même pas une valeur africaine. Elle est où la valeur africaine dans ça? La valeur africaine dit le droit d'aînesse. La valeur africaine dit respectons les personnes âgées. Elle est où la valeur africaine dans cette histoire-là? Et le journal, quand vous partez sur ma page, vous allez voir la une du journal que j'ai mis sur ma page. Et qu'est-ce que le procureur a fait comme sentence? C'est même procureur qui a donné raison à la famille qui avait un problème de foncier avec leur ancien maître. Et c'est même procureur, 100 000 francs avec sursis. Il a condamné le petit garçon qui a fouillé un vieux de plus de 60 ans, juste 100 000 francs, il l'a condamné avec sursis. Et voilà ce que ça nous mène. Voilà ce que la lâcheté nous mène. Voilà ce que le flou judiciaire, le vide judiciaire nous mène. Aujourd'hui, Diarisso et 3 de ses compagnons sont assassinés. Si le procureur ou les autorités judiciaires de Nioro du Sahel avaient sévi de façon plus rigoureuse, peut-être qu'ils seraient en vie. Donc, pour dire que ceux qui vivent aujourd'hui, ceux qui sont victimes de l'esclavage au Mali, ils sont dans la terre, ils sont dans la privation, de la justice. Et il y a beaucoup de déplacés, surtout dans le village de Mambri. Ça, c'est même pas la communauté soniquée, c'est une autre communauté encore, la communauté rassonquée. Il y a beaucoup de déplacés, ils sont là-bas. Ces gens, il faut les soigner, il faut scolariser leurs enfants. Et ils ont un problème de terre parce qu'apparemment, la localité en question, les terres fertiles ne suffisent pas. Donc là, ces gens, il faut qu'ils vivent, ces gens-là. Donc, ceux qui sont victimes aujourd'hui de l'esclavage, cet esclavage dont l'auteur, c'est la féodalité locale, ils sont dans la terreur, ils sont dans la privation de jouissance, et c'est comme s'ils ne sont pas secourus, c'est des naufragés en fait. C'est des naufragés parce que, et lors des assises avec la transition, quand le monsieur Boiré du CNDH malien voulait qu'on inscrive dans les débats, et vous avez un politicien de renom qui a fait savoir que ce n'est pas une thématique prioritaire. Vous avez un village, combien de villages on a lynché et expulsé des gens? Il y a des villages où on a donné 48 heures à un monsieur, il a pris ses bagages. Vous êtes né là-bas, grandi là-bas. Il y a un monsieur qui parlait, il me dit, moi, dans ce village-là, mes ancêtres m'ont dit que ça fait 295 ans que ma famille est dans ce village. Et aujourd'hui, elle m'expulse.
Donc, si moi, ma famille, près de 300 ans, vit dans un village et qu'on m'expulse, c'est que l'État est absent. La faute revient à l'État. Soit on est dans une république et on n'est pas, ou on n'est pas dans une république. Et je comprends l'argument qui disent que ouais, le Mali traverse une crise, je ne sais pas, multidimensionnelle. Je comprends bien. Je comprends très bien. J'ai envie d'être d'accord avec eux. Mais moi, je dis, quand la République ou l'État perd tout, il y a un minimum qu'il ne perdra jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est sa sécurité. Parce que si le Nord peut échapper, mais il n'y a pas de front dans la région de Caille. Il n'y a pas de front. Il n'y a aucun front dans la région de Caille qui empêche les autorités maliennes à faire respecter la loi, à faire comprendre aux gens qu'ici, on est dans une république. Mais on a l'impression que dans cette région, et que le chef de village s'est mis en préfet, que le chef de village s'est mis en chef d'arrondissement. C'est le chef de village qui décide qui doit rentrer dans le village, qui ne doit pas rentrer dans le village. C'est le chef de village qui décide, avec ses acolytes bien entendu, et qui doit traverser l'artère principale des villages et qui ne doit pas traverser l'artère principale des villages. Donc, ça pose même, c'est-à-dire, vous avez parlé de nos contradictions, donc c'est-à-dire c'est la contradiction la plus flagrante. Ça, on est dans une république ou on n'est pas dans une république. Si on veut remonter en 1200 avec les yeux de 2020, ça ne colle pas. Ça, on vit dans les années 1200 où on est en 2020. Voilà la grande contradiction. Voilà ce à quoi sont confrontés nos militants. Et ça c'est quotidien. Et ça, aujourd'hui, dans ces villages, pour humilier nos militants, on le convoque à une assemblée des villages. On dit, s'il est de Gambanaro, bien entendu, il dit, ouais, mais il faut que tu renonces le fait que tu ne veuilles plus qu'on t'appelle esclave. Ça s'est passé récemment. Notre militant, il était là, il est parti, on l'a convoqué, il a dit, écoute, il faut que vous acceptiez devant tout le monde que vous êtes esclave. Et il s'est dédié, il a dit que vous acceptez que je suis esclave. Et le comble, c'est qu'il y en a qui sont dans l'Assemblée qui l'ont applaudi. Comment dans une société, s'il n'est pas malade, comment on peut applaudir quelqu'un qui se glorifie d'être esclave? C'est quand même effarant. D'où notre propre contradiction. Quand il y a eu les ventes, je vais finir, quand il y a eu la vente des Noirs en Libye, on était tous côte à côte, on était tous indignés. Chacun a mis l'encart sur sa page Facebook. Sauf qu'il y a eu quatre personnes qui sont assassinées. 4 soniqués qui parlent soniqués, comme ceux qui les ont assassinés. 4 musulmans qui sont musulmans comme ceux qui les ont assassinés. Mais à peine, nous avons rempli la rue de l'arrêt du métro, comment il s'appelle, de la ligne 4, à côté d'Irak. On était au métro d'Irak, mais toute la foule réunie n'a pas rempli la rue de l'allée. Donc, c'est pour dire que il y a un problème de contradiction, d'abord de la part de nos États, parce qu'on dit le Mali, c'est un pays de tradition. Oui, c'est un pays de tradition. La France est un pays de tradition, la Chine est un pays de tradition. Mais je crois que la meilleure des traditions, c'est la tradition qui fait attention à la dignité humaine. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, c'est une pratique qui n'existe pas qu'au Mali. Ça existe en Mauritanie, ça existe au Sénégal, parce que les systèmes de féodalité, les systèmes de caste existent un peu partout. Ils sont plus violents dans certaines zones. Tout à fait. Et le plus grave encore, ce sont les personnes qui sont dans le déni. Ouais. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui ne voient pas, donc qui se disent qu'il n'y a rien, tout va bien. Et ça se passe un peu partout, d'ailleurs, dans le monde. Quand il y a une injustice dans une société, il y a toujours des personnes qui luttent pour que la situation s'améliore, pour qu'il y ait plus de droits, pour que les êtres humains aient plus de dignité. Mais j'ai l'impression qu'en Afrique, on a perdu le sens de la dignité humaine. Donc, on ne consacre pas nos énergies, notre réflexion, notre temps à faire des lois, à faire mettre en place des espaces qui puissent respecter la dignité, le respect de la vie humaine. Il y a eu le phénomène des classes sociales
en Europe, où il y a de la noblesse, voilà, les clergés, le tiers-état, etc. etc. Et en Afrique, il y a également cette stratification sociale qui existe, on le précise bien, dans toutes les communautés. Ça n'existe pas seulement chez les Soninké, ça n'existe pas seulement au Mali, ça n'existe pas seulement en Mauritanie. C'est un phénomène qui est totalement africain. Même en Inde aussi, on remarque qu'il y a un phénomène de caste et un phénomène de hiérarchie sociale. Tout à fait. Mais ce qu'on remarque, nous, c'est vraiment l'absence de la réflexion, de l'esprit critique et surtout de la volonté de la part des autorités à mettre concrètement fin à ces phénomènes. Avant de donner la parole à Ismaël, moi, j'ai une deuxième petite question. On a remarqué que certaines personnes qui sont taxées ou alors qui ont ce statut d'esclave sont OK avec cette situation. C'est-à-dire que ça ne les dérange pas. Pour eux, c'est le rôle qu'ils doivent assumer et que quand le maître leur dit de faire quelque chose, eh bien, ils le feront sans se poser de questions parce que leurs pères, leurs grands-pères, leurs ancêtres ont grandi, ont été éduqués de cette manière-là. Et eux, ils sont esclaves, ils sont contents et ils veulent garder ce statut d'esclave. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes? Ça me fait penser à une anecdote que Boubacar Ould-Messaoud, le président de ces esclaves, me disait, moi et Koundou, quand on est parti le saluer quand il est hospitalisé à l'hôpital à Vissane, il disait que dans la communauté maure, quand il y a un esclave vraiment qui est turbulent, on l'anoblit. Quand on l'anoblit, on dit, écoute, quel esclave, puisqu'il est turbulent, il faut l'anoblir, comme ça il devient l'esclave de toute la communauté. Il est turbulent parce que là, c'est juste ton esclave à toi tout seul. Mais quand il l'anoblit, il devient l'esclave de toute la communauté. Donc, ceux qui disent que, ceux qui s'accommodent avec cette pratique-là, parce qu'on les fait comprendre que c'est juste de la coutume. C'est tout. C'est ce qu'on les fait comprendre que juste c'est de la coutume. Et en plus, certains sont convaincus, de nos jours, certains sont encore convaincus que ça fait partie de leur pratique religieuse. Dans la région du Kingi, parce qu'il y a deux thèses qui s'affrontent dans la communauté soninké. Il y en a qui disent l'islam n'a jamais légitimé cette pratique-là. En tout cas, même si l'islam parle de l'esclavage, ce n'est pas cette forme d'esclavage dans nos communautés. Et dans la région du Kingi, l'argument dominant, c'est que si vous voulez vous soustraire de votre statut d'esclave, payez l'argent. C'est tout. Et cette théorie-là, c'est ce qui a été théorisé par l'érudit en question. L'érudit que j'ai cité, M. Touré, qui était en la Mecque, c'est l'érudit en question, il a fait beaucoup d'audio là-dessus. Donc, c'est pour dire que ceux qui s'accommodent à ça, moi, je dis, ça a une longue histoire, c'est un processus historique. C'est vraiment un processus. Parce que dans la communauté soninké, on disait que quand je crois que c'est pas que dans la communauté soninké, mais c'est la communauté que je peux dire que je connais. On dit par exemple, quand tu obéis à ton maître, tu as 2 places au paradis. Et vous savez, ça prend sa source quelque part. Si vous voulez, c'est un des versets de la sourate Rahman qu'ils ont tronqué. C'est un des versets de la sourate Rahman. Peut-être que vous voyez à quel verset je fais allusion quand vous lisez la sourate Rahman. Donc, ils ont tronqué ce verset de la sourate Rahman pour pouvoir dominer. Et de la forme la plus violente est devenue une soumission volontaire, comment j'appelle assignation. Parce que ces gens aujourd'hui, s'ils veulent se soustraire, d'accord, aujourd'hui, ça ne les dérange pas, ils vont le faire. Mais s'ils veulent faire l'inverse, le chemin inverse que le chemin qui mène vers Gambanaou, ils vont subir les mêmes violences. Ils vont subir les mêmes privations. Donc, il n'y a pas de liberté. Il y a un semblant de liberté dans ce qu'ils font. Pour moi, ça ne me dérange pas. Non. Dans la majeure partie des cas, c'est la peur où ils sont pauvres. Voilà. Parce que ces gens-là, et ça, c'est la mission commune, c'est la mission collective. C'est qu'il n'y a pas de plaisir à se faire le portrait dans une posture qui
touche atteinte à ta dignité. Parce que là, c'est un problème de dignité. Ce n'est pas un problème de violence, mais c'est un problème de dignité. Parce que la violence commencera le jour où cette même personne qui soutient cet argumentaire-là ou qui soutient ces faits-là, la violence commencera le jour où il dit « je ne fais plus ». On a connu des gens au début de Gambanao. Des gens qui étaient avec eux, qui nous dénigraient, mais quand ils ont rejoint le mouvement Gambanao, ils ont quand même senti les vapeurs chaudes. Donc, ceux qui disent que moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça, et il y a des esclaves partout, certains disent maladroitement que oui, mais même Dieu a parlé du noble et du Coran. Pardon, Dieu a parlé de la noblesse et de l'esclavage dans le Coran, et Dieu a parlé aussi de la recherche du savoir. Voilà, Dieu a cherché aussi de ne pas, Dieu a aussi dit dans le Coran de ne pas voler. Dieu a aussi dit dans le Coran de ne pas forniquer. Dieu a dit aussi dans le Coran, Dieu a parlé aussi dans le Coran de la fraternité, voilà, de la douceur. Donc, c'est pourquoi ces gens qui se disent aujourd'hui, moi, ça ne me dérange pas comme traite d'esclave, ça ne me dérange pas que je joue le rôle ou la fonction sociale d'esclave dans différentes manifestations, on leur dira que ce genre de personnes, ce sont les vrais dangers pour la communauté. Ce sont les vrais dangers parce qu'aujourd'hui, l'adversité que nous avons dans le village, c'est la plupart de ces gens-là. Je peux dire que l'adversité à laquelle on fait face dans les villages, dans les provinces, je peux estimer que 70 à 80% sont issus de ces gens-là. Parce que ça va être de la provocation, ça va être de l'apologie de l'esclavage. Et quand on les met en prison, et devant le juge, ils tiennent à notre discours. Moi, je ne savais pas que la loi, pour les Mauritaniens, bien entendu, ils disent que moi, je ne savais pas que la loi en Mauritanie interdisait. Donc, ce n'est pas pour rien que la loi en Mauritanie a interdit l'apologie de l'esclavage, parce que c'est pour parer à des cas de figure pareils. Vous voyez, donc, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont dire, écoute, moi, je suis esclave depuis tel, donc ça ne va pas changer. Voilà. Donc, et même, je connais une anecdote qui est non nigée de la place, à une fois vers le Haut, à une fois réunis des gens, voilà, qui sont victimes d'esclavage. Il les a réunis dans un endroit, il leur a expliqué leur mission. Pourquoi ils sont venus? Et ils ont dit non, qu'eux, ils n'ont rien demandé, ben, ramenez-nous chez le maître. Vous voyez, donc c'est un problème psychologique, c'est un problème mental, même si le fait psychologique n'explique pas tout. Mais moi, je dis, pour ces gens qui disent, je n'ai pas de problème par rapport à ça, je dis, le vrai danger vient de là, parce que c'est eux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts à soutenir, à défendre le système. Eux, ils sont prêts à défendre le système, parce que pour eux, ce n'est pas un danger. Pour eux, ça fait partie de la vie, ça fait partie peut-être pour certains de la religion, peut-être pour certains, c'est une coutume, c'est une valeur. Mais même des fois, parmi nos échanges, à travers notre page Facebook, il y en a qui disent, écoute, nous, c'est notre mode de vie pendant 2000 ans. Il y en a qui nous disent carrément, et ces gens qui parlent comme ça, et ce n'est pas des gens, c'est pas des gens ordinaires, c'est des gens bien placés, haut placés dans le gouvernement malien. Donc, ces gens-là, il ne faut pas les sous-estimer. Ceux qui disent que moi, je n'ai pas de problème à ce que, comme traite esclave ou ce que je fasse l'esclave dans la communauté, je dis que le danger, les dangers, ce sont ces gens-là. Tout à fait, mais c'est quand même, c'est ça un petit peu la complexité et la contradiction qu'on essaye de soulever en abordant ce sujet, cet espace de réflexion, de débat. Et puis voilà, je vois qu'il y a vos détracteurs qui sont rentrés dans la discussion. Oui, j'ai l'habitude. Dans les commentaires, quoi. On leur passe tout l'amour du monde. Ismaël, je te laisse la parole. Oui, d'accord, merci Mohamed. En tout cas, c'est très pertinent ce que dit M. Gaïtene. Et surtout le fait que c'est encadré, c'est un système qui est encadré, parce que quand on porte plainte, souvent, ça reste à la brigade, le commandant ne fait pas passer la plainte à qui de droit, ou bien juste la sentence est toujours dit au faveur de la personne qui normalement a tort. Donc c'est un problème que nos États, il faut qu'on ose le dire aussi, ce sont nos États eux-mêmes qui encadrent ce système. Donc tant qu'on reste là et tant qu'il y a des personnes qui eux aussi acceptent d'être des esclaves, je pense qu'on ne sortira pas très tôt de l'auberge. Et là où je voulais en venir aussi avec M. Gaïtane, c'est vous sensibilisez. Vous sensibilisez des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles sont, parce que les esclaves savent qu'ils sont des esclaves, savent comment ils sont traités.
Et vous voulez les sensibiliser pour qu'ils sortent de leur situation. Ouais. Comme vous l'avez dit tantôt, certains qui ont tenté de quitter ce système ont été assassinés. D'autres sont menacés. D'autres sont obligés de payer de l'argent pour ne plus être esclaves. Donc moi, je pense qu'il y a un problème. Vous ne sensibilisez pas qui de droit. C'est ce que vous sensibilisez. Ils sont déjà conscients du problème. Il y a c'est ce qui encadre ce système-là, le féodalisme, si religieux que ce soit, ou bien l'État. Et même, je pense que le problème se situe à leur niveau. Il faut qu'eux, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en train ils sont en train de violer des chartes qui ont été signées par leurs États eux-mêmes. Parce que je pense que les chartes des droits de l'homme, tous les pays qui aujourd'hui sont concernés par ce système-là l'ont ratifié. Donc, si le combat reste interne au sein de nos communautés et qu'on n'essaie pas de l'internationaliser, je pense que ça va toujours rester un problème. Et vous sensibilisez des personnes qui sont déjà conscientes de ce qu'elles sont. Donc, moi, je pense que c'est un dialogue de sourds parce que tout simplement, les personnes à qui vous devez vous adresser, vous ne vous adressez pas à eux et ceux à qui vous vous retournez n'ont pas de pouvoir et n'ont pas la force de se départir de leur État. Non, je crois qu'on a le processus de l'internationaliser, je crois qu'on a est en cours. C'est pas suffisant, je suis d'accord avec vous. C'est pas suffisant, mais c'est en cours. Parce que je sais qu'à l'échelle restreinte, à l'échelle restreinte, on n'aura peut-être pas gain de cause. Ça, je suis sûr, parce que j'ai fait un. C'est Denis là qu'a fait Moha tout à l'heure. Le cancer des sociétés africaines, c'est Denis. Pas que sur pas que sur la problématique de l'esclavage. Et moi, je dis, c'est un des aspects que je reviens souvent dans mes entretiens. C'est le déni des intellectuels. Vous voyez, le déni de l'intellectuel africain, ça a une histoire. Ça a une histoire. Vous voyez, pendant la négritude, tout écrivain qui voulait décrire réellement qu'est-ce qui se passe dans la société africaine, qui n'est pas la peinture convenue, comment il a fini? Les René Marron, les Yambo Welagam, comment ils ont fini? Donc, c'est pour dire que à l'époque, un auteur comme Yambo Welagam, qui a décrit la société africaine comme elle est, et quand vous lisez son roman Devoir de violence, ça décrit comment on vivait avant même l'arrivée du blanc, que ce n'était pas toujours rose, qu'il n'y avait pas des rivières de lait qui coulaient dans nos provinces, dans nos royaumes. Si vous voulez, c'est la même fibre qu'on retrouve aujourd'hui. Parmi les intellectuels, ceux qui m'encouragent en privé sont nombreux, très nombreux, ceux qui m'encouragent en privé, mais pas en public. Donc, cette posture-là, cette contradiction de l'intellectuel africain, ça a une histoire. On veut toujours, parce que l'Occident présentait l'homme noir comme étant inférieur, comme étant sans culture, sans civilisation, incapable de faire une aiguille. Donc, il y avait une idéologie qui était là, qui voulait réhabiliter l'homme noir, qui voulait réhabiliter le continent africain. D'accord. Mais si on veut réhabiliter avec sérieux une entité donnée, ben, prenons en compte quand même ce qui ne va pas dans cette entité. C'est pourquoi, quand vous regardez la littérature africaine aujourd'hui, rare le romancier qui a comme trame cette thématique. Il y en a qui le font, mais sous forme, voilà, l'intrigue n'est pas bien ficelée, c'est-à-dire on le lit tout de suite, voilà, comme, je sais pas, comme un encart publicitaire, voilà, mais le sujet n'est pas très profond. Donc c'est pour dire que cette posture de l'intellectuel africain ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et l'esprit critique, je crois que l'esprit critique devait être, c'est-à-dire la fibre sensible de l'Africain. Nous, intellectuels africains, on nous a menti.
On nous a menti sur notre histoire, on nous a menti sur notre mémoire, on nous a menti sur notre capacité astronomique, on nous a menti sur notre capacité mathématique, scientifique. Et je crois, nous devrons être les fils, les petits-fils de ces gens-là avec un esprit alerte. Est-ce que ce qui se passe dans la communauté va de l'avenir de la communauté ou pas? Est-ce que ce qui se passe dans la communauté soninké va de l'avenir de la communauté soninké ou pas? Parce que ce qui se pose ici d'abord, c'est un problème de réforme. Il faut que nos sociétés africaines qui ont cette ossature-là, il faut qu'elles se réforment. Parce que c'est la charpente même qui est mauvaise. Sinon, un jour, ça va pourrir, ça va s'écrouler. Et parce que quand on aime sa communauté, quand on a la fierté d'appartenir à une communauté, je crois qu'il faut être juste avec cette communauté. Et la meilleure manière d'être juste avec sa communauté, c'est d'avoir le courage de dire ça ne va pas à ce niveau-là. Nous ne disons pas que tout est mauvais dans nos communautés. Nous ne disons pas que tout est mauvais dans l'organisation de nos communautés. Mais nous disons que tout ce qui est pratique, coutume ou manifestation qui porte atteinte à la dignité, on peut s'en priver. Et c'est comme si nous avons un problème de code de valorisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et dans nos communautés, on nous a fait croire qu'il faut porter un certain nombre de noms de famille pour être valorisé, pour avoir de l'ascendance. Moi, je dis non. Il faut faire comprendre, notamment à la catégorie qui fait le sourd de la communauté, une catégorie qui fait le sourd, mais ils ont bien compris le message, ils font le sourd. Je reviendrai là-dessus. Et donc, ces gens-là, il faudra leur faire comprendre que le dynamisme de la communauté n'est pas lié à un nom de famille, que l'avenir de la communauté n'est pas lié à un nom de famille. Vous avez des villages où ce qu'on appelle nobles, ils sont insignifiants par rapport à ce qu'on appelle esclaves. Vous voyez, donc c'est pourquoi, chaque fois, dans mes écrits, j'ai dit, nous ne sommes pas animés par une sympathique revanche, parce que ce n'est pas un problème de revanche ici. Ce n'est pas des gens d'extraction servile ou des gens victimes d'esclavage qui veulent se venger de leur maître. Le débat est plus sérieux que ça. Et par rapport à l'internationalisation de la cause, et je crois qu'il est en bonne voie. Et rien qu'à organiser cette conférence-là ou cet échange-là, je crois que ça y contribue. Et aussi, j'ai fait d'autres ateliers. J'ai fait une conférence à l'école de hautes études en sciences sociales avec Marie Rodet. Je crois que tout ça, ça y contribue. Mais le reproche qu'on nous fait, c'est de dire que c'est un problème interne. Pourquoi en parler à l'étranger? Mais moi, le combat pour les droits humains, je ne le fais pas à la carte. Je ne fais pas ce combat-là, comme pour paraphraser Moha, pour qu'on me donne une palme ou un prix, une reconnaissance, une renommée. Non, je fais ça parce que je crois que l'avenir de la communauté en dépend, que l'avenir de nos communautés en dépend, que l'avenir de l'Afrique en dépend tout court. Parce que c'est pour éviter ce que vit la communauté soninké au Mali. Je le souhaite avec notre communauté. J'espère que les enseignements peuvent être tirés pour que, c'est-à-dire, les mêmes échecs ne se répètent. Parce qu'au début, on violentait les membres de Gambana. C'est quand le gouvernement commence à emprisonner, on tient un autre discours, comme quoi on est tous frères. C'est ce qui se passe en Mauritanie. En Mauritanie, on nous insultait sur les réseaux sociaux, on nous dénigrait. Quand l'État commence à mettre au Niouf, là, c'est un autre discours. Ouais, mais la communauté est détruite. La communauté, elle est par terre. Il est temps qu'on s'assied à la même table. Ça, c'est quand la féodalité, où les membres de la féodalité sont en prison. Mais quand ils ont le vent en poupe, c'est un autre discours. Et des fois même en voulant défier l'État. Donc, nous sommes convaincus, nous sommes très avertis qu'il faut internationaliser la cause. Mais je crois que les premiers partenaires à nous aider à internationaliser la cause, ben, c'est thèse. Ben, ils sont tout près de moi. Alors, je vais te faire remonter quelques questions. Ismaël, si tu n'as pas d'autres questions. Non, je vous laisse remonter les questions parce qu'il y en a beaucoup quand même par rapport aux commentaires. Après, je reviendrai. Il y en a beaucoup.
Alors, du coup, il y a donc une question. Est-ce que ces systèmes de caste et pratiques d'esclavage intracommunautaire ne montrent pas qu'en Afrique, les identités particulières prennent le pas sur l'idée de nation, comme ensemble démographique et politique se rapportant à un territoire fondé sur un commun vouloir de vie commune? Oui, effectivement, je réponds à la question par l'affirmative, parce que ce sont les identités individuelles qui ont pris le pas. Je voulais vous donner un exemple, par exemple, au Niger. Au Niger, quand je discute avec mon ami Ali Bouzou de Timidria, c'est une association qui lutte aussi contre l'esclavage, les pratiques de l'esclavage au Niger. C'est une ONG qui fait des bonnes choses, en partenariat avec l'État nigérien, bien entendu. Il me parlait d'un village qui s'appelle Danki. Danki, il me dit qu'il est à peu près à 25 km de Niamey. Il y a 245 chefs de famille. Sous prétexte qu'ils sont d'extraction servile, on leur demande de déguerpir. C'est-à-dire que c'est un chef traditionnel qui dit cette localité-là, c'est à mon père. Depuis des générations, cette partie-là, c'est à mon père. Donc, il faut qu'il déguerpisse. Et ce chef traditionnel a eu gain de cause. C'est le ministre de la Justice qui a refusé d'appliquer la décision. Donc, entre la force régalienne de l'État et les caprices d'un chef coutumier, je crois que cet exemple à lui seul suffit pour répondre à la question de l'internaute. Voilà, de l'internaute. Alors, une deuxième question. Je ne sais pas si tu les vois aussi, Ismaël, les questions. Oui, alors, il y a une deuxième question. Il y a apparemment des gens qui ne sont pas contents. Alors, il y a quelqu'un qui dit nos terres nous appartient. Oui, j'ai l'habitude. Nos terres nous appartient. Alors, je vais faire remonter toutes les questions. Oui, c'est un espace de démocratie. Donc, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. On censure personne. Mais voilà, nous, on censure personne. Tout le monde est là pour dire son point de vue dans la limite de l'acceptable. Alors, c'est M. Bouna Kamara. Nos terres nous appartiennent, donc personne ne viendra d'ailleurs nous donner de leçons. Le Mali est mieux civilisé avant vous, depuis plusieurs siècles, la charte de Karou. Kouroukanfougon. Voilà, donc là, j'ai du mal à le lire. Donc, je vais une deuxième question. Il ne faut pas accuser le Mali. Bon, voilà, je ne vais pas continuer parce que c'est des invectives. Bon, il se fait corriger. J'ai l'habitude. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de… Parce que là, ça fait… Bon, c'est très intéressant aussi de voir qu'il y a des personnes qui sont totalement opposées à ce que vous défendez, parce que c'est tout à fait humain. Même le prophète de l'islam a rencontré des oppositions déjà qui sont très, très virulentes à son époque, qui voulaient même attenter à sa vie parce qu'il défendait une cause qui n'a pas encore été, qui n'est pas défendue, en tout cas, qui ne faisait pas partie de ce qu'on défendait d'habitude. Aujourd'hui, si je résume tout ça, on voit aujourd'hui que il y a des gens qui vous disent, par exemple, que vous n'êtes pas malien, vous n'avez pas à intervenir sur le terrain malien. Déjà, voilà, on ne va pas vous demander, dans le cadre de Perspective Afrique, de quelle nationalité vous êtes, parce qu'on est universaliste et on est un peu généraliste. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de questions? Je suis humain tout court, et je remercie le bon Dieu de m'avoir créé un être humain. C'est tout. Quand j'étais tout petit, on avait un imam dans la mosquée, pendant les prières du vendredi, il disait cette prière-là. Et je trouve que c'est la prière la plus correcte. Parce que moi, je remercie le bon Dieu de m'avoir créé être humain. Il aurait pu me créer autre chose. Donc, quand on remercie le bon Dieu de nous avoir créé un être humain, ça implique une responsabilité d'homme. Parce que moi, je ne peux pas faire le sourd et le muet parce que le feu, il est de l'autre côté de la frontière. Moi, je ne peux pas faire le sourd et le muet parce que le feu brûle de l'autre côté de la rive. On est humain ou on n'est pas humain. Dieu, quand il nous a créés pour occuper un vicaire sur terre. Ce sont les hommes qui ont eu les frontières. Dieu avait dit aux anges que je vais créer
pour cet homme-là que j'ai créé en vicaire sur terre. Quelles que soient nos limites, quelles que soient nos limites, quelle soit la petitesse de nos moyens. Et je crois, comme on dit dans nos traditions, que l'espoir de l'homme, c'est l'homme. Qu'on ne peut pas, à travers un arbre, remonter un arbre. Pardon, qu'on peut, par exemple, à travers un arbre, remonter un arbre, mais pour parvenir à un homme, il faut passer par un homme. Donc, c'est pour dire que moi, ce genre de questions, je suis malien, je ne suis pas malien, je suis un être humain, ça me suffit largement. Ça me suffit largement. Donc, la réponse est claire. Ismaël, je te laisse la parole. Exactement. En fait, je voulais revenir un peu sur ce qu'il vient de dire. Parce qu'au début de sa réponse tout à l'heure, il parlait peut-être de la neutralité ou de certains intellectuels. Vous avez dit qu'il y a certains intellectuels qui vous encouragent, mais en privé. Donc, cela veut dire que c'est un problème qui est très complexe. Si on n'ose pas vous remercier ou vous encourager en public, c'est parce qu'il y a des risques qui sont encourus. Et aujourd'hui, quand on regarde beaucoup de combats, les personnes qui mènent ces combats les mènent loin des territoires où les faits existent aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que vous, M. Gaïtene, aujourd'hui, vous encourez des risques? Est-ce que mener ce combat à Caille ou dans une autre ville où ça se passe réellement, c'est risquer votre vie ou voilà, risquer la vie de vos proches ou de vos militants? Ouais, comme j'ai dit, ça c'est plus risqué pour ceux qui sont encore sur le terroir, dans les provinces. C'est eux qui sont victimes de provocation, c'est eux qui sont victimes d'ostracisme. C'est vrai, moi, à mon niveau, je reçois des menaces verbales. Mais comme j'ai dit dans une précédente émission, moi, je m'attends à tout. Demain matin, vous pouvez entendre qu'ils m'ont décapité et j'étais dans la scène. Ne soyez pas surpris si ça arrive. Moi, je m'attends à tout. Et moi, l'avenir de la communauté est plus important que les dizaines ou des centaines de menaces que je reçois par semaine. Ce n'est pas ce qui va me faire changer. Et je ne suis pas le genre de personne, quand ils sont à l'Hexagone, ils ont un autre discours, quand ils partent au terroir, ils ne disent rien. Moi, mes activités, quand je suis à Sélibabi, ma ville natale, je convoque des réunions. J'étais là-bas en 2020, le 6 mars 2020, je l'ai fait à la maison du Guy Mara, tout le monde est au courant. Donc voilà, donc je ne suis pas ce genre de personne qui, en fonction des circonstances, en fonction des zones géographiques, tiennent un discours. Non, si demain je dois mourir, je mourrai pour la cause. Voilà, il y en a qui sont assassinés parce qu'ils ont cru à ce discours-là. Il y en a qui sont assassinés là-bas à Djamdjoumé parce qu'ils ont cru au message de Gambana. Donc moi, si je vais tétaniser parce que je crains la mort, parce que je crains d'être violenté, non. C'est le hasard qui fait que je suis loin de province, je suis loin de terroir. Oui, ça c'est le hasard qui l'a fait. Mais ça ne veut pas dire que quand je suis en Mauritanie, je ne fais pas mes activités, je ne tiens pas mon discours. Voilà, quand je suis là-bas, je convoque des réunions, je convoque les coordinateurs des villages. J'ai tenu une conférence à l'occasion du 6 mars, et ce n'est pas la première conférence que je fais. Et donc voilà, je comprends très bien. Je comprends très bien. J'aurais voulu quand même être le bâton d'expiation ou je ne sais pas, l'estelle d'expiation de tous nos membres. Voilà. Je veux bien être la stèle d'expiation de tous les membres, de tous les esprits épris de paix et épris de justice, et de tous les soucieux qui sont préoccupés par n'importe quelle atteinte à la dignité humaine. Je veux bien être là, mais je ne peux pas être partout. C'est le hasard qui fait que je me suis retrouvé dans l'Hexagone. Mais ce n'est pas une question de peur, ou une question voilà, je peur de rien. Ce qui va arriver arrivera. Mais monsieur Gaëtane, est-ce que vous êtes aujourd'hui optimiste quant à la réussite de ce combat, vu que c'est ce qu'on peut appeler des hors-la-loi, font la loi, parce que tous les combats judiciaires n'aboutissent pas très souvent? Oui, mais le combat judiciaire n'aboutisse pas, mais il y a eu un coup de pied qui a été donné à la fourmilière. Il y a, en tout cas en ce qui concerne la communauté soninké, il y a une posture et une attitude après 2016, comme il y avait une posture et une attitude avant 2016. Ça, n'importe quel observateur honnête de la communauté soninké ne peut pas dire le contraire.
Parce qu'avant 2016, il y a des attitudes et un discours qu'on tenait dans les assemblées, ne serait-ce que les assemblées des villages. On sait que ces discours-là, aujourd'hui, sont dits de la façon la plus prudente possible. Et dans beaucoup de villages aujourd'hui, c'est la structure même des villages qui a changé. Par exemple, dans beaucoup de villages, vous avez 2 référents coutumiers. Vous avez les gens de Gambana qui ont le référent coutumier. Vous avez ceux qui veulent l'ordre conservateur ou les partisans du statu quo qui ont leur référent coutumier. Et pareil pour les caisses. Pareil pour les caisses. Les caisses aussi, ici en France, il y a même des caisses qui sont sous tutelle. Ça, c'est déjà vu dans l'histoire de la communauté sonique. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont estimé être discriminés dans la gestion des caisses, dans la gestion des affaires du village. Donc, comme la féodalité, comme partout ailleurs, ils sont dans la suffisance aveugle, ben, ils se sont retrouvés en procès. Et le procès a fait que, écoute, il y a eu des manquements dans la gestion de la caisse. Donc, désormais, la caisse, elle est sous tutelle. Ils n'ont pas perdu l'argent, mais la gestion de la caisse les échappe. Donc, c'est pour dire que je suis optimiste. Je suis optimiste dans la mesure où, dans un combat pareil, nous ne sommes en concurrence avec personne. En tout cas, moi, je ne suis en concurrence avec personne. Et c'est comme tout militant des droits humains. Parce que ce combat, c'est un combat ingrat. Ça vous coûte en temps, en argent, en santé et en réputation. Donc, chaque jour, vous avez des salades qu'on déverse sur vous, des insanités qu'on déverse sur vous. Mais restez constant. La meilleure réponse quand on est un militant des droits humains, c'est d'être constant en fonction de turpitudes, en fonction des circonstances. C'est d'être constant dans ses principes et ses convictions. C'est la meilleure réponse. Autrement, vous allez changer, vous perdrez toute crédibilité. Voilà, donc, moi, par rapport à ce combat-là, je suis optimiste. Je suis vraiment optimiste, très, très, très optimiste. Voilà, même si je sais qu'aujourd'hui, ceux qui sortent des liasses d'argent pour corrompre, je suis au courant. Et ceux qui font semblant d'être avec nous alors qu'ils ne sont pas avec nous, je suis au courant. Et ceux qui commentent ou publient des belles écritures alors qu'au fond, ils sont plus pourris que le mot pourri, je suis au courant. Donc, je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Voilà. Mais je n'ai pas besoin de connaître tous les visages. C'est-à-dire qui font la même lutte que moi. Je ne suis pas obligé de connaître tous ces visages-là, pardon. Mais j'ai envie que chacun d'entre nous participe à sa façon pour la réforme de nos communautés, parce que la paix intérieure en dépend. La paix intérieure de nos communautés en dépend. Parce que sans cohésion, sans paix intérieure, quel projet on peut lancer? Même quand une armée étrangère vient faire la guerre à un pays donné, à un certain moment, pour que ces sociétés puissent piller vos ressources humaines, il faut quand même sécuriser une zone tampon. Donc, je crois, pour l'avenir de nos sociétés, pour les amoureux de nos communautés respectives, je crois qu'ils doivent s'engager dans ce dynamisme de réforme. Aujourd'hui, c'est Gambanaro, peut-être demain en termes Alpulaar, on peut trouver un autre mot. Peut-être demain en termes Hassania, on peut trouver un autre mot. Peut-être demain en termes Djerma ou Sanghaï, on peut trouver un autre mot. Il s'agit de réformer nos sociétés parce que nos sociétés ne sont pas des pièces de musée. Nous ne vivons pas dans des entités comme si c'est des pièces de musée. C'est des entités qui vivent, c'est des entités qui ont une histoire, qui doivent s'adapter à leur histoire. Donc, il faut s'adapter à son temps. Il n'y a pas de honte à dire, dans ma communauté, il y a des tares. La plupart de ces gens qui disent, oui, nos terres nous appartiennent, nous leur disons qu'on est dans une république. Parce que si aujourd'hui vous avez un passeport, vous pouvez aller au Canada, revenir avec des millions, en France, revenir avec des millions, parce qu'il y a une entité qui s'appelle une république qui a signé un accord avec le Canada, avec la France, pour que toi, tu puisses aller bosser là-bas. Donc, si tu veux vivre comme le temps de Kourkan-Fougan, alors renonce à ton passeport, renonce, je sais pas, à tout ce qui est matériel dont l'État malien, la République malienne est garant. Voilà, donc tu ne peux pas dire d'un côté, tu es pour la République, et de l'autre côté, tu ne veux pas la République, tu veux primer ton identité singulière, pour ne pas dire nucléaire. C'est contradictoire.
Ou on est dans une république ou on n'est pas dans une république. Et la république nous demande à chacun d'entre nous, la république demande à chaque communauté qu'elle s'aligne. Parce qu'il faut s'aligner. Là, par exemple, on a fait cette rencontre, on a fait cet entretien. Est-ce que dans l'entretien, je vais mettre à fond, par exemple, ma radio? Moi, j'ai l'habitude d'écouter la radio jusqu'à 21h. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait aujourd'hui? Parce que j'ai une émission avec vous. Par respect à l'émission, par respect aux éditeurs, mais je me suis aliéné, c'est-à-dire que je me suis privé d'écouter RFI aujourd'hui de 19h à 21h. Donc, dans une communauté donnée, c'est pareil. Un chef de village ne peut pas prendre la place d'un préfet. Un chef de village ne peut pas prendre la place d'un gouverneur. Comment se fait-il qu'un chef coutumier peut interdire quelqu'un de profiter de l'eau potable de sa localité, avec la complicité du chef d'arrondissement, avec la complicité du gouverneur, avec la complicité du président des régions? C'est quand même effrayant. Donc, à un certain moment, le clientélisme politique ne justifie pas tout, n'admet pas tout. Merci beaucoup, M. Gaïtané. Mohamed Lam, oui, vous voulez intervenir? Je vais faire remonter d'autres questions du coup. Alors, il y a plusieurs questions, donc je vais en prendre comme ça à l'arrache. Est-ce qu'une réponse économique peut être un bon moyen pour dépasser ces phénomènes de féodalité? L'éducation. Bon, allez-y, je t'invite. L'éducation du travail et un bien pour tous peut résoudre ces questions de féodalité, d'esclavage intercommunautaire. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que moi, je connais des gens qui disent oh, mais tel adjudant-chef, c'est mon esclave. Mais je connais des gens qui disent oh, mais le préfet de telle région, c'est parmi nos esclaves. Donc, c'est ce qui est. C'est complémentaire, le volet économique. Il ne faut pas se voiler là. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, le volet économique. Et il y a des gens qui étaient aisés, même pendant la pratique, pendant la traite, en soniqué, la traite, on l'appelle la khardi. Même pendant ce temps-là, il y avait des gens qui étaient aisés, qui avaient suffisamment à l'époque. C'était le cheptel qui était la valeur. Le cheptel, l'or, l'argent, voilà. Il y a des gens qui avaient de l'or, de l'argent, du cheptel, autant caprins que bovins, dans les villages. Des gens qu'on considère esclaves. Il y a des gens, même à l'époque, dur. Parmi les esclaves, il y en a qui étaient aisés, qui payaient même, qui aidaient même les maîtres à payer l'impôt colonial. Qui aidaient même les maîtres à payer l'impôt colonial. Mais pour eux, ils sont restés esclaves. Ils sont morts esclaves. Mais sauf que c'est finalement une question de mentalité, quoi. Voilà, c'est finalement une question de mentalité. Et à leur mort, c'est leur maître qui vient récupérer le bien. Bon, c'est vrai que ça remonte en temps. Mais ça ne fait pas plus de 200 ans que les Soniqués ont laissé cette pratique-là. Ça ne fait pas plus de 200 ans. Voilà, dans la région du Guinée-Mara, côté mauritanien, ça ne fait pas 200 ans qu'ils ont laissé. Et ils ont laissé grâce au courroux du commandant qui était là-bas. Donc, il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui que nos communautés ne font pas. En partie aussi, c'est grâce aux colonisateurs. Voilà. Mohamed, vous avez une autre question à remonter ou... Non, là, ça va aller. Du coup, on a fini, on a légèrement dépassé le temps. Merci beaucoup, Monsieur Traoré Gaye, d'avoir accepté cet entretien, cette invitation. Il y a énormément de questions, on ne pourra malheureusement pas toutes les faire remonter. Non, s'il y a des questions qui vous tiennent à cœur, mais il n'y a pas de problème, hein, je peux continuer d'ici une quinzaine. Je pense que le mieux, c'est qu'on va vraiment essayer de réorganiser une autre discussion. Okay. Parce que là, on ne terminera pas. Ismaël, je te laisse dire ton dernier mot. Ouais, moi, ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est qu'on essaie de braquer un peu les projecteurs sur nous-mêmes. Parce qu'on a beaucoup braqué les projecteurs sur les autres. Ce qu'on se fait entre nous, ce qu'on se dit entre nous, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, le problème sur le racisme lors d'un match de foot qui a ému presque tout le monde, parce que tout simplement l'arbitre a dit que voilà, cet homme noir, la faute c'est cet homme noir. Vous voyez tout cette tollé que ça a suscité, cette phrase. Et vous allez dans un pays qui est le Sénégal, un animateur de télé qui se permet de dire c'est vrai que nous, les Noirs, nous ressemblons à des singes. Et toutes les personnes qui étaient sur le plateau se sont permis de rire.
Donc, il faudrait qu'on accepte que nous-mêmes, si nous voulons changer les choses, il faut qu'on braque les projecteurs sur nous-mêmes. Essayer de résoudre les problèmes qui existent entre nous. Nous sommes homophobes, nous sommes racistes, nous sommes critiques. Il y a beaucoup de personnes qui se sont suicidées par amour parce que tout simplement, elles ont aimé des personnes qu'elles ne peuvent pas épouser parce que tout simplement, elles sont de castes opposées. Des personnes continuent à travailler dur et vont mourir dans la pauvreté parce qu'elles travaillent tout simplement pour leur chef, pour leur, ceux qui les ont réduits en esclavage. Donc, il faudrait que nous essayions de changer les mentalités au niveau interne, de nous critiquer entre nous, d'essayer de changer les choses. On ne peut pas tous en train tout le temps de s'apitoyer sur notre sort, de dire oui, il y a du racisme partout, alors que nous sommes les plus racistes, nous sommes les plus homophobes. Essayons d'abord de résoudre ces problèmes-là en interne. C'est un véritable problème qui rentre effectivement dans cette thématique de contradiction de nos propres sociétés. Juste une dernière question posée par Tistandian. Ma question donc à vous, c'est quoi l'avenir du combat de Gambanaru dans 2 ans et pourquoi le silence en public de certains, soi-disant, contre la pratique de l'esclavage. Donc, en gros, il y a certaines personnes qui sont contre la pratique de l'esclavage, mais qui refusent de prendre position publiquement. Et quel est l'avenir, du coup, du mouvement de Gambanaru Fédé? Toutes mes salutations fraternelles à Tistanja. Je crois qu'il doit être au Canada en ce moment. Vous voyez, ce qui justifie le silence de ceux qui sont contre en public, d'abord, c'est la représailles familiale. Quelqu'un m'a fait la confidence qu'il a juste commenté la publication d'un des membres de mon bureau sur Facebook, qu'il a juste commenté, et qu'il a senti la vapeur chaude, juste commenté. Donc, vous voyez, des réactions comme ça fait que ça casse le dynamisme, ça casse l'élan. Mais il y en a qui résistent. Donc, il y a tout un tas de chantages qui font que soit la personne est fonctionnaire, soit la personne peut-être que va avoir le retour désagréable par rapport aux membres de sa famille. Donc, il y a tous ces faits-là qui font que les gens ils sont silencieux. Il y en a, ils sont silencieux aussi, par hypocrisie, c'est tout. Par hypocrisie, mais il faut être convaincu dans n'importe quelle que soit la chose que vous faites. Quelle que soit la chose que vous faites, soyez convaincu. Parce que si vous êtes convaincu, au moins vous avez la lucidité. Mais si vous faites une chose sans être convaincu, vous n'avez pas la lucidité nécessaire. Et donc, l'avenir du mouvement, dans 2 ans, dans 3 ans, j'évite de faire des projections brezhneviennes comme ça. C'est-à-dire que j'évite de le faire. Parce que pour moi, ce n'est pas un combat qui va être limité dans le temps. La lutte pour la défense des droits, la lutte pour la défense de la dignité humaine, c'est un combat de tout le temps. C'est un combat de tout le temps. C'est comme notre hygiène corporelle. C'est un combat de tout le temps. Donc, peut-être que ce que j'en déduis de sa question, peut-être il veut dire, est-ce que les esprits vont s'apaiser? Est-ce qu'il va y avoir moins de violence? Peut-être, si nos États appliquent les lois. Même en Mauritanie, c'est vrai, il y a quelques condamnations. Mais moi, je trouve que c'est trop complaisant. C'est très complaisant parce que moi, je ne me réjouis pas à ce qu'on emprisonne quelqu'un parce qu'il a enfreint la loi. Je ne m'en réjouis pas. Mais moi, je dis que nos élus, nos érudits, ceux qui sont audibles, les personnalités publiques devaient tous s'impliquer. Ils n'ont rien à perdre, au contraire. Au contraire, cette société-là, elle va être une société de paix, de fraternité, une société d'élite, une communauté d'élite. C'est tout ce que nous demandons. Que chacun d'entre nous, d'abord, à l'échelle personnelle, se réforme en fort intérieur, en étant sincère avec lui-même. Parce que l'esclavage, quoi qu'on dise, c'est quand même une douleur filiale. Comment on peut être esclave 300 ans durant, de famille en famille? Et le volet économique n'a pas suffi, parce que si le volet économique suffisait, ceux qui se sont anoblis aujourd'hui allaient être anoblis de la forme la plus complète possible. Pour finir, j'ai tenu un atelier le 1er décembre. Il y avait une intervention d'un frère guinéen, M. Baldé. Son intervention m'a interpellé. Il disait qu'en Guinée,
il faut que les gens aussi essaient de bouger, qu'ils essaient de tirer les enseignements sur ce que fait Gambanaru pour que la situation c'est-à-dire ne se dégénère. Mais il a dit, ce qui m'a interpellé, c'est que il dit que en Guinée, ceux qui, c'est-à-dire, étaient considérés comme esclaves, leur maître, en les libérant, leur a donné leur terre avec un titre de propriété. Voilà, ça s'appelle de la générosité humaine. Ça s'appelle avoir confiance en l'homme. À dire que c'est vrai. Ils se sont dit, bah, écoute, vous appartenez à nos ancêtres, vous êtes nos esclaves, mais la terre que vous cultivez, nous leur donnons, pardonnez à nos ancêtres. Nous demandons à ceux que vous pardonnez à nos ancêtres, tenez le titre de propriété. Vous voyez que l'humanisme est la clé de tous nos maux. Et d'autant plus que dans nos entités, on est tous de la même religion, on est tous de la même langue. Et il y a une anecdote qu'un frère m'a citée pendant les événements 89. Je tairai le nom du village. Il dit que ce village, un jour, il y a un mort qui est venu pendant les événements, je dis bien. Il a essayé de prendre, c'est-à-dire de clôturer un espace. Et tous les villages sont sortis. Et il y a eu des affrontements sanglants. Et de quelques années après, et un des membres qui a assisté, c'est-à-dire qui a participé à la résistance pour éviter l'expropriation, il voulait exploiter un lopin. On a dit non, tu es un esclave, tu n'as pas droit à une portion ici. Vous voyez la contradiction. D'abord, ils se sont ligués pour éviter l'expropriation. Ça, c'était en temps de guerre, en temps de conflit. En temps de paix, la même personne dit, donnez-moi un lopin de terre pour que je l'exploite. Vous dites non, tu es esclave, tu n'as pas droit sur le lopin de terre. Vous voyez, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que chacun d'entre nous devait s'impliquer dans ce débat-là. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Tout à fait. Je pense que ce débat nous concerne tous. Nous, en tout cas, dans le cadre de Perspective Afrique, on va continuer à réfléchir sur ces types de questions. C'est des questions qui nous intéressent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi Ismaël de Radio Campus d'avoir accepté. Merci Ismaël, merci Noah. Merci beaucoup M. Gaïtene. Je suis à votre disposition, donc si vous êtes prêt, je suis prêt. Je pense que le débat est ouvert, hein, ça continue par les commentaires. Ça continue. Ouvert, et puis voilà, nous on essaiera de toute façon de nous organiser pour vous réinviter. Je suis désolé que M. Saïf ne soit pas avec nous, sinon il aurait pu être plus chirurgical sur certaines interventions. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup et très bonne soirée. Merci à toutes les personnes. Merci à tous, bonne soirée et bon courage. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et bonne soirée.